Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, veut auditionner un groupe d'avocats du barreau ainsi que l'ex-secrétaire du bâtonnier Dorval dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Maître Dorval. Selon les autorités judiciaires, le dossier avance à grands pas. La Cour des comptes dénonce le comportement des autorités qui, selon elle, s'enlisent inconsidérément dans des démarches et des déclarations équivoques qui frisent l'intimidation, voire représentent des menaces ouvertes à l'encontre de l'institution. L'économiste William Savary affirme que les interventions de la BRH sur le marché d'échange ne sont pas une solution à long terme pour Haïti. Selon lui, seule une croissance économique ferme sortira le pays de l'impasse économique dans laquelle il se trouve. L'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier Dorval avance à grands pas. C'est du moins ce qu'a laissé entendre ce mardi le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, Ducarmel Gabriel. Le chef du parquet a fait remarquer qu'après l'audition de 3 suspects, de nouveaux éléments ont permis aux enquêteurs de commencer à comprendre ce qui s'est réellement passé dans la nuit du vendredi 28 août. Il en a profité pour clarifier certaines informations qui circulent autour de l'enquête. Il y a eu des constats et des procès-verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage au cours de laquelle on a recueilli des informations. Le 1er septembre 2020, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre. Donc, on a rappelé que le bâtonnier recevra 3 cartouches. Et il y a une qui traverse lui, et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons des CPJ et pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb ça yo, à quel calibre que correspondent et à partir de ça nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Le fait que yo joigne téléphone portable bâtonnier, nan men yon nan moun yo, son gros bagay qui fait dans le cas d'enquête là. Et son indice qui présume l'existence de certains faits qui permettent que nous retracer certaines choses, que nous retracer des individus, et parce que il est clair que dans le cadre de dossier ça, il y a des auteurs matériels, il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices, et bien à partir de l'analyse que nous avons fait, ou bien que nous avons fait au niveau du téléphone portable, donc à partir de audition, 3 personnes qui interpellés, donc c'est sûr et certain que l'enquête là a avancé et qu'il y a des gens qui ont privé sur eux. Il y a des déclarations que vous fait, il y a des gens que nous avons cherché et que nous avons joint et nous obligés de joindre. Et puis nous avons souhaité que nous très patients, donc son enquête qui a avancé, il faut l'aboutir, mais il faut l'avancer, il faut que ces gens qui commettent acte là pour nous arriver sur eux, que c'est exécutant, que c'est auteur intellectuel ou auteur matériel. La DCPJ a sollicité lundi du barreau de Port-au-Prince la mise à disposition de plusieurs avocats et de la secrétaire de Maître Montferrier Dorval pour être auditionnés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier. Dans une correspondance datée du 7 septembre et adressée au bâtonnier AI Maître Nancy Suzy Legros,
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Ducarmel Gabriel, demande que maître Betia Wilgui, Mélior Joseph Johnny Saint-Ville, ainsi que la secrétaire de l'ex-bâtonnier Montferry et d'Orval, Ketty Lindor, soient mises à la disposition de la DCPJ le mercredi 9 septembre dès 10h du matin pour les besoins de l'enquête. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de maître Montferry et d'Orval. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche maître d'Orval, il te connaît, et même secrétaire là tout. Probablement mettre la droit pour recevoir des menaces. Il y a un droit, il y a deux personnes qui peuvent permettre de nous identifier. Donc nous seulement inviter pour fournir quelques éléments d'information, mais contrairement à ça qu'on dit comme quoi c'est des gens qui sont dans le collimateur de la justice. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, rejette les accusations de l'exécutif en tant qu'élément de blocage dans le cadre de la réalisation de certains projets. Suite aux déclarations du président de la République indexant le président du conseil de la CSCCA, maître Rogaville Boisguéné a rendu public une note de clarification dans laquelle il souligne que le projet de contrat relatif à la construction de la centrale électrique de Carrefour a reçu un avis défavorable à cause du non-respect de la loi et que celui de la construction d'un pont sur la rivière des Anglais dans le sud n'a pas encore été soumis à la Cour. Par ailleurs, maître Boisguéné dit douter du bien fondé des déclarations des autorités de l'exécutif. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, veut pratiquer la politique zéro tolérance contre la corruption, selon le directeur général de l'institution, maître Hans Ludwig Joseph. Désormais, les gestionnaires des biens et des fonds de l'État doivent réfléchir à 2 fois avant d'agir et avant d'effectuer des dépenses. Il n'existe pas d'intouchable dans la République. Au nom des générations futures, nous devons être intraitables, intouchables et impitoyables envers tous ceux et toutes celles qui enfreignent la loi, a déclaré le directeur général de l'ULCC. Maître Hans Ludwig Joseph a fait ces déclarations dans le cadre de la célébration des 16 ans de l'unité de lutte contre la corruption, mardi, lors d'une cérémonie déroulée dans les locaux de l'institution à Paco. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. À travers les cadres de l'administration de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, le directeur général de l'institution entendait s'adresser au monde entier en général, à la population haïtienne en particulier. La célébration du 16e anniversaire de l'ULCC était une bonne circonstance et la présence d'une assistance composée en grande partie d'employés de l'institution est favorable à la communication de son message. Les propos du directeur général de l'ULCC, maître Hans Ludwig Joseph. La déclaration de patrimoine doit être désormais le réflexe normal de tout fonctionnaire assujetti. Les gérants des biens et des fonds de l'État doivent réfléchir 2 fois avant d'agir, avant d'engager, avant d'effectuer des dépenses publiques. Il y en a de même pour tous ceux et toutes celles qui reçoivent des fonds publics pour l'exécution de projets d'une tâche quelconque. Ils doivent savoir que désormais, les yeux de l'ULCC sont rivés sur eux. Que l'ULCC, 16 ans plus tard, est plus que jamais déterminé et impitoyable contre tous ceux et toutes celles qui enfreignent la loi. Conscient de la confidentialité des dossiers dont il a la charge, le directeur général de l'ULCC n'en parle pas souvent. Discrétion oblige, explique-t-il. Maître Hans Ludwig Joseph saisit chaque circonstance pour asseoir sa vision et rappeler la mission de l'unité de lutte contre la corruption. Mais pour y parvenir, il mise sur les cadres de l'institution et souhaite renforcer leurs capacités. Outre ces grands chantiers, la participation active de la société civile dans cette lutte
constitue un autre défi majeur que l'ULCC se doit de relever. Des défis que nous sommes tenus de lever au cours de notre administration. Pourquoi nous adoptons ce slogan « Zéro tolérance contre la corruption ». Dans ce contexte qui est le nôtre, l'ULCC représente l'instrument le plus utile de la République. Je mets donc en garde tous ceux et toutes celles qui ont le moindre contact avec les faits publics. Je mets en garde ceux et celles qui se croient au-dessus de la loi, qui tentent d'intimider nos enquêteurs à la moindre convocation par des manifestations dirigées empreintes de manipulation de toutes sortes. Je leur dis que sous mon administration, l'ULCC ne plaisantera pas. La lutte contre la corruption prend de l'ampleur selon lui. Le directeur général de l'ULCC, maître Hans Ludwig Joseph, se veut impitoyable dans sa démarche. Il entend laisser un meilleur héritage aux générations futures. Il n'existe pas d'intouchable dans notre République. Au nom et pour ceux-là qui viendront demain, je parle des générations futures, nous devons être intraitables, intransigeants et impitoyables. Comme le Saint-Père, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption a voulu adresser un message Ubi et Orbi à la cité et au monde. Comprenne qui pourra. Si Hans Ludwig Joseph a exposé sa stratégie pour rendre sa dignité au pays et sa fierté au peuple haïtien, la question à se poser, aura-t-il le temps d'influer réellement sur le cours des choses? Des entreprises commerciales commencent à libeller les prix des produits en gourde alors que d'autres disent attendre que le dollar soit stable pour respecter le communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie stipulant que les prix des biens et services doivent être fixés en monnaie locale. Lors d'une visite de métropole dans plusieurs entreprises de la capitale, des responsables affirment laisser aux clients le choix de payer en devise nationale ou étrangère, car, explique-t-il, certains veulent payer en billets verts. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes dans un commerce spécialisé dans les articles de luxe, bijoux, vêtements, entre autres. En ce qui concerne les prix, ils sont désormais affichés en gourde. À présent, nous sommes dans un magasin de chaussures. De nombreuses marques sont disponibles, mais les prix sont encore libellés en dollars. Pour quelles raisons? Pourquoi les directives du ministère du Commerce concernant l'affichage en gourde ne sont-elles pas appliquées? Dans une parfumerie visitée, le tableau est encore différent. Quand il s'agit d'acquérir des eaux de toilette, le client est roi et impose sa volonté par rapport au prix, souligne une caissière. Dans le cadre de notre périple, plusieurs entreprises commerciales tardent encore à fixer les prix des produits en gourde. Est-ce par contretemps ou s'agit-il d'un non-respect en ce qui concerne l'obligation qui leur est faite par le ministère du Commerce et de l'Industrie de libeller les prix des biens et services en monnaie nationale? Autre question, les propriétaires des entreprises sont-ils pris entre deux feux par rapport à la montée du dollar, notamment quand il fallait à quelqu'un 120 gourdes pour $1 et maintenant la chute, moins de 100 gourdes pour $1? Comment fixer les prix de vente par rapport au prix d'achat? Une situation qui laisse présager que le ministère du Commerce a du pain sur la planche. Elesidio Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Depuis quelque temps, on assiste à une chute spectaculaire du dollar par rapport à la gourde. Le marché des changes est en pleine ébullition. Avec dans le même temps, malgré tout, des disparités marquées dans les taux pratiqués par les différentes banques. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cet imbroglio, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Metro News, l'économiste William Savary. Bonsoir William Savary et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, auditeurs et auditrices de Métropole, bonsoir tout le monde. Bon, alors, attaquons directement. Vous avez déclaré que, d'après vous, les interventions de la BRH sont en train de créer une situation d'incertitude et de peur.
Hein, ce sont, je crois, les mots que vous avez utilisés, et que cette incertitude et cette peur peuvent influencer le marché des changes. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous éclairer un peu sur cet aspect des choses? Bon, il faut d'abord qu'on se mette d'accord que la valeur d'une monnaie dépend de la confiance que les utilisateurs de cette monnaie ont dans les institutions qui réglementent cette monnaie. Okay. C'est la première chose. D'une part, dans les institutions qui réglementent, et d'autre part, dans la politique fiscale du pays dans lequel cette monnaie est en usage. Il faut qu'on se mette d'accord que au niveau de la Banque centrale, il y a une responsabilité légiférée de maintenir la stabilité de la monnaie. Maintenant, cette législation, ou bien ce mandat, ne fait que la Banque centrale soit responsable de la stabilité de la monnaie, non pas de l'infusion de peur dans le marché. Parce que les décisions qui ont été prises récemment ne vont que faire reculer les acteurs économiques du pays. Ce sont les gens qui vont se mettre à l'écart, qui vont faire un retrait et qui ne vont peut-être pas participer au même niveau qu'ils l'auraient voulu. Par exemple, vous prenez le cas de la vente des obligations BRH, les bons du Trésor haïtien. Maintenant, lorsqu'il y a une certaine incertitude, ce sont les mêmes institutions financières, c'est eux qui participent également dans l'acquisition des bons du Trésor, des bons de la BRH, et qui permettent à ce que le taux d'intérêt sur le marché soit plus ou moins stable. Parce que si les acteurs économiques, comme les banques, les compagnies d'assurance, se retirent du marché, et que la Banque centrale, ou la BRH, ou le gouvernement haïtien amène sur le marché et présente sur le marché certaines obligations, ou leurs obligations, mais ici, si ces acteurs-là se retirent du marché, mais ce qui peut causer une hausse vertigineuse des taux d'intérêt. Et ceci va se refléter directement à travers le système, dans les hypothèques, dans les prix à la consommation, sur les cartes de crédit, partout, etc., etc. Donc, créer une situation d'incertitude et d'instabilité, vraiment, c'est inviter cette déstabilisation déstabilise l'économie davantage. Parce que nous venons de sortir, pas besoin de sortir, mais de vivre la période de Covid, qui est encore en vigueur. Et nous ne sommes pas encore sortis de la tunnel, c'est ça? Du tunnel, merci. Donc, ce n'est pas le moment d'insuffler de l'instabilité dans le système. Ce n'est pas le moment. Oui, mais William Savary, la Banque centrale est intervenue à un moment où la gourde se dépréciait quotidiennement. On était arrivé à 120 gourdes pour $1. Est-ce qu'il fallait rester les bras croisés et laisser la gourde continuer à dégringoler? Non. Ce que je dis souvent, et ceci je le dis depuis 2010 à mon arrivée en Haïti, c'est vraiment ce dont le pays a besoin. Ce n'est pas de jouer avec les taux de change. On a besoin de réformes fondamentales au niveau de la banque, du système bancaire. On a besoin de réformes fondamentales au niveau des lois sur les corporations. On a besoin d'insuffler la réflexion dans le pays, des nouvelles réflexions qui se font à travers le monde, au niveau académique, au niveau dans les affaires, au niveau de la gestion du risque à travers le monde. On a besoin d'insuffler le pays de nouvelles connaissances. Parce que il me semble, depuis mon arrivée en 2010, je le dis, il me semble, d'après les discours que j'entends dans le pays, les gens sont collés dans les années 60. C'est un discours des années 60. Nous sommes en 2020. Il faut insuffler de nouvelles réflexions. Donc, c'est ce que je dis. Donc, je ne pense pas que... D'ailleurs, il joue avec le taux de change depuis combien d'années? Depuis près de les 10 dernières années, les 20 dernières années, le taux de change, la gourde s'échangeait contre le dollar entre 40 et 45. C'est resté des années à 48, par exemple. Mais ce moment de stabilité, il y a eu des efforts qui se faisaient, il y a eu des moments d'insufflage, il y a les investissements étrangers qui venaient. La majeure partie des entreprises que nous avons aujourd'hui, les entreprises étrangères qui sont en Haïti, ce sont des gens qui sont arrivés en Haïti lorsque la période de stabilité de la monnaie était évidente. Okay? Donc maintenant, lorsque vous avez des périodes
fluctuation, ce qu'en en finance on appelle la volatilité, c'est-à-dire l'incertitude de savoir ce que vont réfléchir les gens, comment planifier. Parce qu'un investissement exige l'habilité de projeter sur le futur ce qui va arriver, ce qui va advenir des taux d'intérêt qu'on aura gagnés. C'est ça, oui. Si le taux d'intérêt, si le taux de change, si tout ça ne peut pas rester stable, on va attirer absolument aucun investisseur étranger dans ce pays. On a besoin de stabilité. Et même les gens qui sont dans le pays n'investiront pas. Ils iront investir ailleurs. Là où il y a la stabilité, là où il y a l'assurance, au moins que les fonds placés ne perdront pas de leur valeur. Il y a cet élément d'assurance que les gens cherchent toujours. Très bien. William Savary, avant le début de cet entretien, je vous rappelais ce panneau comparatif des taux que j'avais consulté la semaine dernière, des différentes banques, les taux des différentes banques, et la grosse majorité d'entre eux variait dans une fourchette qui allait de 98 gourdes pour la plus basse à 108 gourdes pour la plus haute. Bon. Donc déjà là, et 20 gourdes de différence pour la même devise, c'est déjà, on ne comprend pas très bien. Mais là où ça devient parfaitement troublant, c'est que alors que toutes les autres banques pratiquaient des taux entre 98 et 108, le taux de référence de la BRH était à 114. Avouez que pour le béotien que nous sommes, ça fait quand même un peu désordre, non? Maintenant, parlons un petit peu de ce que c'est que le taux de référence. Le taux de référence, c'est un taux que la Banque centrale publie régulièrement, affiche tous les jours pour plus ou moins comme une ligne directive de la tendance, ce que la Banque centrale s'attend. À quoi la Banque centrale s'attend des opérateurs économiques. Maintenant, il faut comprendre que le taux de référence n'est pas un taux de référence qui n'a pas de racines. Parce qu'en général, quand on parle de taux c'est pas un taux qu'on tire d'un chapeau. C'est pas Deus ex machina, c'est pas ça. Non. Maintenant, il y a des règles. Il y a des règles. Et les règles, certaines des règles, c'est par exemple, c'est avoir que le taux de référence soit attaché à quelque chose de concret. Par exemple, dans la littérature, on peut prendre par exemple le panier de la ménagère comme un élément contre lequel le taux de référence peut être mesuré, peut être établi. Le panier de la ménagère, on peut prendre par exemple le prix du pétrole, parce que bien sûr dans le panier de la ménagère il y a un élément du pétrole dedans, parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans la consommation, il y a les loyers, il y a tout ça, mais aussi il y a la construction et tout ça. Maintenant on peut prendre la construction lui-même toute seule, parce que ce sont des secteurs, des industries. Par exemple, le panier de la ménagère inclut plusieurs industries. Le pétrole, maintenant, c'est une industrie qui consomme beaucoup de capital, beaucoup de capitaux. Donc, établir le taux de référence en fonction du prix du pétrole, en fonction du prix du panier de la ménagère, ça te donne une base à partir de laquelle le taux de référence est concret. Mais on veut savoir de quoi se serve la BRH pour établir ce taux de référence. D'accord. Et ça, on ne le sait pas. Et ça, on ne le sait pas. Et si on le savait, peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a cette disparité entre les diverses banques en matière de ce qu'ils conçoivent ou bien qu'ils jugent le niveau auquel ils jugent intervenir sur le marché d'échange. Maintenant, il faut se rendre compte que en Haïti, on a adopté un système, disons, néolibéral. C'est de rigueur dans le pays. Maintenant, si on veut maintenir cette appartenance à la doctrine néolibérale, si on veut que ce soit l'offre et la demande qui dictent les prix sur le marché, on ne peut pas non plus légiférer le taux de change. Parce qu'il faut laisser que le taux de change que le marché trouve sa base. Donc le taux de change doit refléter librement, sans aucune intervention, sans aucune contrainte. Si tu veux rester dans la logique du néolibéralisme, parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que, si tu veux, c'est ce que disent les gens. C'est ce que, oui. Maintenant, si maintenant on veut changer de politique,
On peut changer de doctrine. On veut que l'État établisse des prix, fixe des prix. On va s'attendre à ce que le prix du loyer soit fixé, le prix du salaire soit fixé, le prix des créances soit fixé, le prix des tickets d'avion soit fixé. Il faut aller sur toute la ligne et fixer tous les prix. Maintenant, on rentre dans la logique d'une autre État. Oui. On n'est plus dans la logique du néolibéralisme, mais on est dans la logique d'un État interventionniste qui établit des prix. Et nous savons ce que ça a donné à l'Union soviétique, les fondements de l'Union soviétique. Nous savons que pendant la période de Nixon, ils ont voulu fixer les salaires et les prix. Ça a causé les fondements de l'économie américaine. Nous savons que la Chine, en 1955, il y a eu 40 millions de Chinois qui ont été affamés parce que les prix ont été fixés. Donc là, le savoir, si tu veux, de l'encyclopédique que nous avons de la réaction de la population vis-à-vis des prix, de la fixation des taux de prix, on le sait, on sait ce que ça va donner. Donc il faut trouver vraiment une balance entre ce qu'on veut faire et ce que le marché demande. William Savary, revenons un petit peu à notre sujet de base, parce que malheureusement le temps court. Finalement, cette intervention de la Banque de la République d'Haïti qui a amené cette baisse spectaculaire, comme on l'a dit tout à l'heure, cette baisse du dollar par rapport à la gourde, finalement, est-ce que c'est une bonne chose pour Haïti? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon, c'est une bonne chose parce que ça se reflète dans le marché et beaucoup de gens sont heureux que le prix soit, que le taux de change soit influencé. Mais sur le long terme, c'est une mauvaise chose parce que la BRH n'a pas les moyens de le maintenir. Maintenant, ce que je pense qui aurait été une meilleure décision, c'est vraiment de se servir de l'excédent de la masse monétaire. Parce que c'est l'un des argumentaires de la Banque centrale. Il faut éponger l'excédent de gouttes qui est sur le marché. C'est pourquoi il y a la goutte perd de sa valeur. Mais tu sais, en fonction de la nouvelle réflexion qui se fait au niveau académique, au niveau aux États-Unis, en Allemagne, en France et parmi dans les pays de l'euro, c'est qu'on se pose la question, est-ce que l'augmentation de la masse monétaire cause l'inflation? Parce que c'est vraiment l'une des grandes inquiétudes du monde, c'est que l'augmentation de la masse monétaire peut apporter l'inflation et permettre que la dévaluation de la monnaie, la dévaluation des actifs et tout ça et causer l'appauvrissement des gens. Maintenant, la nouvelle réflexion, c'est que si la masse monétaire, l'excédent de la masse monétaire est utilisé pour les investissements, non pas pour la consommation et la corruption. Si cet excédent est utilisé pour par exemple, dans les budgets d'investissement de l'État, et permettre à ce que les investissements se fassent pour qu'ils puissent créer la prospérité, augmenter le salaire, augmenter les valeurs produites et permettre à ce que le commerce connaisse un essor gigantesque. Toujours dans le cadre d'un développement durable. Maintenant, là, on a un développement durable. Là, maintenant, on a la stabilité de la monnaie. Mais ce n'est pas de jouer avec le taux de change. Ça ne va rien résoudre. Donc, parce que si on cherche la stabilité, il faut s'engager dans les investissements, mais assurer bien sûr qu'à l'intérieur des grands secteurs, les industries cibles soient identifiées pour que les investissements porteurs soient faits, pour que la prospérité puisse être créée. Oui. Heureusement, vous avez dit les industries, parce que le problème de la plupart des États, c'est que quand ils ont à investir, ils ont le choix entre investir dans des choses qui rapportent ou investir dans l'infrastructure qui, en général, ne rapportent pas grand-chose, au contraire. Mais ça dépend de... Mais qui sont tout à fait indispensables. Indispensables à la croissance économique. Voilà, bien sûr. Bon, et William Savary, malheureusement, on va devoir achever. Donc, je vais vous donner, disons, 2 minutes. On va imaginer le scénario suivant. Vous avez plein pouvoir pour faire des propositions sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Qu'est-ce que vous nous dites? 2 minutes. D'abord, commencer avec les réformes bancaires.
Commencer avec les réformes sur les lois de la corporation. Ensuite, mettre en œuvre le mécanisme pour que le gouvernement puisse vendre les obligations du gouvernement sur le marché international et permettre les rentrées massives de capitaux. Je ne parle pas de 50 000, de 1 million de dollars, 3 millions, 5 millions. Je parle de 500 millions, 400 millions, 800 millions avec la garantie de la souveraineté de l'État national. Et maintenant, mais ça suppose la confiance au départ. Bon, la confiance, on gagne la confiance. Ouais, hein, okay. Parce que c'est comme lorsqu'on va après une belle femme. Hein, c'est pas du premier coup, il faut travailler. La confiance se gagne. Si demain matin je dois acheter des bons du Trésor, je ne sais pas ce qui va me convaincre de choisir les bons du Trésor haïtiens. Ça va dépendre de la garantie. Ouais. Maintenant, c'est encore une nouvelle façon de voir les choses parce que les bons. Mais il faudra faire plus que toutes les autres. Il faudra faire plus que toutes les autres. Ouais. Et il faudra aussi identifier les garanties qui permettent à insuffler la confiance. OK. Donc, réforme bancaire, assurer les corporations, émission d'obligations sur le marché international. Sur le marché international. Une chose très importante, c'est que d'identifier le niveau des risques dans le pays qui peuvent être assurés. Parce que ainsi, la construction, qui est une source immense de création de fortune et de richesse et de prospérité, les grandes constructions puissent être faites. Aucune grande construction ne peut se faire en Haïti parce que le niveau de risque pays est trop élevé. Donc au niveau de Lloyd of London, sur le marché international, on n'est pas en mesure... la grande banque de référence. On n'est pas en mesure d'assurer les grands projets de construction dans le pays. Et maintenant, si on veut aller vers là, il faut également consolider nos moyens, nos actifs de la construction pour permettre à ce que les gars qui sont engagés dans la construction puissent participer sur le marché international et obtenir le bonding nécessaire. Et maintenant, que les investissements nécessaires soient faits pour que les grandes constructions puissent être faites. Donc, mais il faut aussi, dans le même temps, comment dirais-je, investir massivement dans le développement de l'industrie, de l'agriculture, de la production. Tout ça vient petit à petit. C'est une démarche. C'est une démarche. Parce que là, je vois que les gens sont restés collés de l'époque post-coloniale où l'agriculture, Haïti est un pays fondamentalement agricole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec toi, 27 000 km², qu'est-ce que vous voulez faire? De quelle agriculture parlons-nous? Il faut qu'on s'engage dans l'industrie. Il faut s'engager dans la matière grise. Il faut développer la matière grise. Il faut qu'on s'engage dans les industries du futur. Il faut qu'on s'engage dans la technologie moderne. Il faut qu'on embrasse tout ça. Il faut laisser tomber cette histoire de Haïti est un pays agricole. C'est faux. Il faut embrasser le futur. Par exemple, là, maintenant, dans les pays africains, on parle de l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, ce n'est pas simplement l'énergie nucléaire. Il y a la médecine nucléaire, il y a les tests, il y a tout ça qui vient avec. Ça développe un écosystème. Oui, ce n'est pas seulement la bombe. Oui, ce n'est pas seulement la bombe. Oui, évidemment. Bon. Donc, vraiment, il faut sortir des carcans des années 1960. Il faut sortir. Bon, eh bien, là, vous nous promettez un 13e travail d'Hercule, si je comprends bien. Il en a fait 12, là, on est en train de rentrer dans le 13e. Bon, et nous ne serons pas le premier pays à le faire. Le Rwanda. Oui, le Rwanda. J'ai travaillé au Rwanda pendant 2 ans. J'ai vu les débuts, les balbutiements de la renaissance du Rwanda. J'ai vu les balbutiements, par exemple, de la Hongrie. J'ai travaillé en Hongrie pendant 2 ans. J'ai vu les balbutiements du Ghana. Donc, ce sont des pays où j'ai eu à contribuer intellectuellement à la reconstitution de leur pays. J'ai vu tout ça et j'ai participé. Ce que nous avons en Haïti comme défi, c'est pas grand-chose. Il y a les actifs. Les actifs ne sont pas de taille. Mais la taille dont nous avons suffit pour nous permettre de commencer le démarrage. Bon, eh bien, écoutez, William Savary, j'espère que vous serez entendu et que peut-être que les propositions et les critiques que vous avez formulées aujourd'hui tomberont dans les bonnes oreilles. Bon, alors, on le souhaite. On le fait depuis 10 ans. Merci William d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et de nous avoir aidé à voir un peu plus clair dans ce monstre qu'est le système financier d'un pays. Voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur aussi du Haitian Stock Exchange, la bourse des valeurs haïtiennes. Bien dit. Très bien.
Plus de 6 millions de dollars américains sont disponibles pour effectuer des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'approvisionnement en eau de la ville de Hinche et de ses environs. Selon le directeur général de la DINEPA, si tout va bien, dans les 12 prochains mois, l'eau devrait revenir dans les robinets des habitants de Hinche. Guido Edouard a fait ses déclarations lundi lors de la cérémonie de lancement de ces travaux. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et politiques de la commune. Jean-Jules Desaugustes y était sur place. Suivons son compte-rendu. La Direction nationale d'eau potable et d'assainissement DINEPA a procédé lundi au lancement des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Hinche et de ses environs. Sorti dans deux sources, Saltade 1, Saltade 2, et puis rivé dans un réservoir qui est déjà construit d'une capacité de 500 mètres cubes. Et puis l'autre tuyau, c'est ça les lignes de distribution qui au nombre de 57,5 km, eh bien, le tout totalisé 66 km que nous allons mettre en bataille pour nous réhabiliter le réseau de l'eau dans la ville Hinche et ses environs qui construit en 1982 et depuis lors pas de jambe réhabilité. Entre construction des captages et des barrages des eaux, le réaménagement des bornes et des fontaines existants, la fourniture d'équipements, la démolition et la réfection des chaussées de la ville, toute la machine structurelle et institutionnelle déjà est mise en place pour arriver à faire couler de l'eau dans le robinet des riverains de la ville de Hinche à nouveau. Nous prévoyons réhabiliter 500 branchements, en fait, réparer 500 branchements et mettre en place 3000 branchements pour nous faire consommer, payer de l'eau sous volume de l'eau consommée. Autorités civiles, politiques et religieuses se mettent d'accord sur l'effectivité de ces travaux de réhabilitation du système hydrique et hydraulique dans la commune. Des spécialistes nationaux et internationaux sont déjà à pied d'œuvre dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage. Mais les habitants, eux aussi, doivent porter la main à la pâte pour aider à pérenniser le chantier, rappelle le directeur général de la DINEPA, Guido Edouard. Contribution population, l'important pour nous capables de quimber le système en vie. DINEPA son institution de service public. Nous pas garantir retour sur investissement, c'est pas un business lié. Mais il faut que le système soit pérenne, côté que contribution coopération internationale a diminué d'année en année, et bien il y a tout intérêt pour nous joindre une bonne compréhension population. Si tout va bien, les travaux de réhabilitation et d'extension du système d'approvisionnement en eau de la ville de Hinche et de ses environs devaient arriver à bout dans un délai ne dépassant pas 12 mois. En Haïti, vouloir n'est pas toujours au pouvoir, car les enjeux et les tractations politiques peuvent se présenter sur la table comme un cheveu dans la soupe, s'inquiète toutefois le directeur général de la DINEPA. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.